Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et certains qualifient ce résultat d'historique après une nuit de prolongation à la COP28 du Dubaï. Les pays du monde entier approuvent donc un appel à abandonner progressivement les énergies fossiles. Les pays pétroliers s'opposaient à l'idée d'une sortie rapide de ces énergies, mais Emmanuel Macron, lui, salue une étape importante, Philippe. Oui, alors parlons vrai. Est-ce que pour vous, cet énième accord est vraiment historique? Est-ce que c'est plausible de cette fin de l'ère des énergies fossiles depuis une monarchie pétrolière? Vous dites non à 86%. On est dans le rêve ou pourquoi pas, avec le progrès technique, ce sera une réalité? Appelez-nous au 0826 300 300. Et Philippe Charles est avec nous. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes expert transition énergétique à l'Institut Sapiens et auteur de ce livre 10 commandements de la transition énergétique chez VA Presse. Avant de revenir vers vous, Philippe Bilger, cet accord dit historique. Alors je sais que c'est pas vraiment votre fort. Mais justement, ma chère Cécile, je ne remercie pas Sud Radio d'avoir choisi un sujet qui va encore une fois montrer mon incompétence relative. Et je remercie Sud Radio parce que ce sujet va permettre à notre invité d'être lumineux comme à l'ordinaire. Mais plus sérieusement, pour un expert en énergie, c'est normal. Je n'ai qu'une question. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, Philippe Charles, que cet accord obtenu au forceps in extremis est la concession verbale qui ne coûte rien de la part des monarchies pétrolières et que rien par la suite ne se produira? Il ne coûte rien à personne puisque derrière l'accord... Alors l'accord a sorti un nouveau mot de la langue française, on voulait le mot sortie, et aujourd'hui il y a le mot transitionnement qui est apparu. Donc c'est un nouveau mot de la langue française qui est sorti de la COP28. Alors moi je vous dirais, j'ai commencé ma carrière dans l'énergie en 1982, et à l'époque la proportion d'énergie fossile dans le mix énergétique mondial c'était 88%, et aujourd'hui on était à 83%. Et donc on veut arriver à 0% en 2050, c'est absolument impossible. On sait que tous les scénarios crédibles prédisent au mieux 50%, entre 40 et 60% de fossiles à l'horizon 2050. La deuxième chose, c'est que ces accords sont, comme d'habitude, un catalogue de bonnes intentions, puisque derrière, il n'y a absolument aucune contrainte. Ce sont des accords non contraignants, puisque ça vient de l'ONU, et l'ONU ne peut pas imposer d'accords contraignants aux différents pays. Donc, ce qui veut dire que, moi, je compare toujours ça à un emprunt, où vous empruntez à la banque, mais il n'y a pas d'échéancier de remboursement, ni de date de remboursement, ni de somme à rembourser. Donc, c'est-à-dire qu'effectivement, vous empruntez finalement à crédit. Donc, je dirais que comme d'habitude, et comme pour la COP21 il y a 10 ans, c'est un accord à crédit. Ah oui. Nicolas Corato. Alors moi je suis pas d'accord, mais je suis pas un expert moi sur la partie de l'énergie. Moi ce qui m'intéresse c'est plutôt le cheminement politique. D'abord les COP sont issus de consensus, c'est-à-dire que ces textes a reçu le consensus de l'ensemble des États du monde. Ils sont pas contraignants, ils ne l'ont jamais été, mais ils fixent un symbole, une ligne et un message. Un symbole qui est envoyé non pas qu'aux populations civiles, aux dirigeants publics qui le peuplent, mais aussi au marché financier. Finalement, la COP, elle fixe la tendance pour les prochaines années. Qu'est-ce qui sera tendance ou pas? Et ce qui est très intéressant, c'est que cette COP, elle s'est tenue à Dubaï, qu'elle a été largement pilotée et influencée par les lobbyistes du secteur pétrolier, qui sont venus par dizaines de centaines, ou par plusieurs centaines à Dubaï, et finalement pour consentir à un compromis. 0, 50%, 80%, peu importe. Ce qui est important, c'est que l'industrie pétrolière a pris conscience et a pris acte devant le monde entier que demain ne serait pas comme les 80 ans qui nous ont précédés. Et que la fin de la pétrochimie, la fin des hydrocarbures n'était pas programmée, mais qu'elle était engagée. Et que donc, on va devoir changer, et cette industrie va devoir. Là où elle était très maligne, c'est qu'elle a pris, d'une certaine manière à Dubaï, en partie seulement, mais en partie, les choses en main. Alors les écologistes vont dire que c'est dangereux, les gens qui sont plus pragmatiques vont dire finalement, pour arrêter les hydrocarbures, il n'y a rien de mieux que Total Energy. Ah, c'est le débat qu'on peut avoir, mais je trouve que on peut la qualifier d'historique, cette COP, parce que ceux qui sont concernés au premier chef par la fin programmée de cette économie axée sur les hydrocarbures
sont signataires d'une certaine manière de cette COP. Alors c'est intéressant cette approche-là parce que je n'ai pas la même, mais ça revient au même. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas sur des questions de masse, mais des questions de flux. C'est-à-dire, en gros, l'important, c'est on va vers où? Est-ce que les dirigeants qui étaient rassemblés sont vraiment honnêtes et authentiques, veulent faire simplement un coup médiatique ou bien essayer d'emmener le bateau dans cette direction-là. Et c'est ça qui est important. Et l'écologie ne peut avancer, et la prise de conscience écologique ne peut avancer que d'une matière positive. Les interdits ne marchent pas, et c'est pour la raison pour laquelle les COP finalement ne sont pas nécessairement contraignantes, parce que l'écologie avance quand chacun chez soi, chacun dans sa vie, chacun dans sa société, dans sa vie, décide d'aller vers ça. Et donc je trouve que, évidemment que c'est pas historique, ça c'est une évidence, comme la COP à Paris n'a pas été historique. À chaque fois, on nous refait le coup, est-ce que c'est historique? Ça n'est jamais historique. Par contre, ce qui est intéressant dans ce qui a été dit à l'instant, c'est est-ce qu'il y a une volonté politique d'avancer vers là, une prise de conscience? Alors moi je crois que la réduction ne viendra pas d'une décision politique pour raison bien simple. Vous avez deux moyens de réduire la consommation d'hydrocarbures. Le premier, c'est de jouer sur l'offre. Donc c'est-à-dire, c'est vous arrêter d'investir dans les champs pétroliers. Il faut savoir que les champs pétroliers, les champs gaziers, leur production naturelle diminue de 4 à 6% par an dans un monde qui est encore avec une demande croissante. Et donc si vous réduisez par l'offre, vous allez créer un assèchement, je vais dire, de l'approvisionnement des marchés pétroliers et donc une augmentation incontrôlée des prix où les prix du baril peuvent atteindre des prix stratosphériques. Et aucun gouvernement, enfin, de mon avis, ne prendra jamais la responsabilité de le faire, tout simplement parce que on connaît les gilets jaunes, à la moindre augmentation de 10 centimes du litre d'essence, tout le monde proteste et l'État ouvre son carnet de chèques. Et puis vous avez la deuxième méthode, mais qui est beaucoup plus longue, et c'est la seule qui soit crédible, c'est par la demande. Donc c'est-à-dire que globalement, c'est le consommateur qui lui-même va décider de réduire sa consommation, et réduire sa consommation, pour ça, il faut lui fournir des alternatives valables. Alors, alternative valable, ça veut dire quoi? Ça veut dire une énergie qui est accessible et qui est suffisamment économique pour qu'il puisse continuer à vivre et à garder son niveau de vie. Et ça sera très lent. Alors, la réduction, elle aura bien lieu, mais elle aura lieu à des échéances qui sont bien plus lointaines que ce qu'on peut imaginer aujourd'hui. Du moins, c'est ma vision aujourd'hui. Et le passé, comme je vous l'ai indiqué, me donne un peu raison. Allez-y. Pardon, Cécile. Allez-y, est-ce que ça veut dire que ce qu'a développé Nicolas Corato est vrai, c'est que même symboliquement, ce genre de grande réunion internationale a du sens? C'est-à-dire que moi j'appelle ça des agendas inversés. Un ingénieur, qu'est-ce qu'il fait? Il essaye certes d'aller à un objectif, mais il se pose toujours la question des moyens économiques, sociétaux maintenant, donc c'est-à-dire l'acceptabilité d'un projet est quelque chose d'absolument fondamental dans une décision, de voir si les ressources humaines sont disponibles ou pas, et puis après on se donne finalement un objectif final. Ici on fait l'inverse, on se donne un objectif final et on réfléchit après quels sont les moyens nécessaires pour y arriver. Donc par exemple, autre exemple, le triplement du nucléaire et le triplement des énergies renouvelables. Est-ce qu'on se pose derrière la quantité de métaux, la quantité de ressources humaines nécessaires? Oui. Non. Et donc c'est pour ça qu'à terme, et c'est un peu le problème de la COP21, c'est que presque 10 ans après la COP21, finalement, on n'a jamais consommé autant de gaz, autant de pétrole, autant de charbon, et le réchauffement n'a jamais été aussi intense. Donc il faudrait peut-être se poser la question d'agenda différent, d'agenda politique inversé. Et personnellement, je suis contre. Non, mais est-ce que c'est pas un peu hypocrite? Alors moi, vu de ma fenêtre, je connais encore moins que mes amis, de dire, parce que ceux qui ont signé quelque part la main, enfin qui ont tapé dans la main, ne seront plus là en 2050. Si c'est non contraignant, à ce moment-là, à quel moment et qui va leur demander des comptes? Et personne. À qui on ira? Mais personne ne leur demandera des comptes, comme pour la... Donc c'est de l'affichage. Donc c'est complètement de l'affichage. C'est comme un peu ces 100 milliards d'euros qu'on avait promis pour les pays en difficulté insulaire notamment. On les a jamais donnés, alors qu'il en faudrait probablement 2000 milliards de dollars par an pour assurer la transition énergétique des pays émergents, qui émettent de plus en plus, qui consomment de plus en plus de charbon, de pétrole et de gaz, parce que finalement,
Ça a un mérite, c'est que c'est une énergie qui n'est pas chère. Et donc augmenter les prix serait un moyen de réduire la consommation, mais avec tous les risques sociétaux et géopolitiques que ça peut entraîner. Nicolas Canteau. Ce débat, enfin cette discussion amène à poser la question. Que se serait-il passé s'il n'y avait pas eu de COP, aucune COP, et qu'on avait laissé la main invisible du marché réguler ou gérer notre consommation d'énergie à l'échelle de la planète? Je suis d'accord avec vous. C'est un vrai sujet. C'est vrai. C'est un vrai sujet. Et donc au moins les COP, elles ont cette utilité-là. Je pense que de cette prise de conscience sont nées quand même. On serait peut-être pas, on en est aujourd'hui s'il n'y avait pas eu de COP. La deuxième chose, moi, que je note sur cette COP, dont on parle beaucoup moins, c'est la victoire du nucléaire. Vous l'avez noté. Mais oui, alors c'est pas la victoire de la COP, c'est une victoire qui est parallèle à la COP, puisque ce sont 22 pays qui se sont organisés, qui ont dit vouloir multiplier par 3 la production électronucléaire à l'horizon, disons pour les 25 ans à venir, mais ça n'est pas une vraie décision de la COP. Mais ce sont pas n'importe quel pays. Ça s'est passé grâce à la COP. Et c'est une forme de consécration du nucléaire qui apparaît comme une alternative très forte à la consommation. Je ne suis pas encore sur le mot consécration, mais je dirais qu'il y a un refrémissement incontestable du nucléaire et c'est une bonne chose. Ils étaient moins bankable, pardonnez-moi l'expression, avant cette COP que depuis. Voilà, en tout cas au niveau international. Ça avait déjà progressé au niveau de l'Europe. Avant la COP, le nucléaire est maintenant considéré en taxonomie verte sur le même niveau que les renouvelables et peut donc bénéficier de financements européens. On y est quand même arrivé malgré l'Allemagne qui est toujours et c'est une vraie victoire du président Macron d'ailleurs qu'il faut noter. Luc Gras, après... Deux questions. Est-ce que dans le cadre de la COP 28, là, il y a prévu un objectif, un calendrier pour arriver à ce 0%? Est-ce qu'il y a un calendrier? Il n'y a pas de calendrier et il n'y a pas de moyens et il n'y a pas de contraintes. C'est pour ça que j'appelle ça un catalogue de bonnes intentions. Cela étant, le catalogue de bonnes intentions, je suis d'accord avec vous. Si ça commence pas par là, personne ne progresse. Et deuxième question rapide, et l'hydrogène, parce que moi depuis que je suis né, on me parle de l'hydrogène. Alors l'hydrogène est le problème de l'hydrogène, c'est que contrairement aux hydrocarbures, il n'y a pas d'hydrogène natif dans la nature. Si, il y a l'hydrogène blanc. Oui, mais c'est... Je suis d'accord avec vous, mais je sais, on en parle en Alsace et même dans la région de Pau, dans les Pyrénées. Non, mais la voiture à hydrogène, c'est pour quand? Alors la voiture à hydrogène, elle existe. Elle existe. Ce sont des technologies qui existent. Le problème de l'hydrogène, c'est que vous utilisez de l'électricité pour fabriquer l'hydrogène. Éventuellement, vous utilisez déjà de l'énergie pour fabriquer de l'électricité. Et puis après, vous recombinez l'hydrogène pour refabriquer de l'électricité à l'intérieur de la voiture. La voiture à hydrogène n'est pas une voiture thermique, c'est une voiture électrique où vous emmenez avec vous l'hydrogène et vous fabriquez l'hydrogène avec ce qu'on appelle une pile à combustible à l'intérieur de la voiture. Donc à la sortie, vous avez un rendement d'à peu près 10 à 15%, donc ce qui veut dire que c'est quand même une consommation démesurée d'énergie. Donc je dirais qu'il faut appliquer l'hydrogène à des vecteurs énergétiques où on trouve rien d'autre. Mais il faut sûrement pas l'appliquer partout, ce serait complètement débile. Mais l'avenir, c'est quoi? C'est un grand mix énergétique? L'avenir, c'est un grand mix énergétique et les calculs qu'on vient de terminer, je pourrais vous en parler si vous voulez en janvier. Y compris avec les biocarburants à base de végétaux, l'éthanol, etc. Montre que le mix énergétique français à l'horizon 2050 comprendra encore 25% de gaz, on ne pourra pas faire autrement. Alors le gouvernement et je vais dire l'ensemble des plans qui sont aujourd'hui présentés disent qu'il n'y aura plus de gaz, mais en fait on ne pourra pas faire autrement. Ou alors on n'aura pas assez d'électricité. Surtout qu'on veut en plus réindustrialiser parallèlement, ce qui est une bonne chose, et réindustrialiser sans énergie, je suis désolé, mais c'est pas possible. Est-ce que ça veut dire que le 100% électrique automobile, c'est une hérésie aussi? Le 100% électrique automobile, oui. Enfin, automobile et mobilité au sens large. La voiture électrique est essentiellement prévue pour les courtes distances que j'appellerais les faibles puissances, donc pas pour les camions par exemple. Mais les courtes distances, c'est-à-dire moins de 150 km par jour, ça couvre quand même 75% des kilomètres parcourus en France. Donc c'est très large du bas. Mais je suis désolé, à 1er août, le jour de la grande transhumance, un parc 100% électrique... Ma chère Cécile, vous passerez vos vacances sur le parking de l'autoroute à attendre la prise. Ou avec une très longue rallonge. Ça, c'est la voiture belge. Oui. Une dernière question pour une réponse très courte. Oui.
le charbon, la lignite qui pollue encore plus que le charbon, l'Allemagne rouvre des centrales à lignite. Et la Chine ouvre des centrales à charbon toutes les semaines. Est-ce que la vraie question, c'est pas ça? Parce que ça produit plus de CO2 que le gaz et le pétrole. Hein. C'est Brice Lalonde qui avait expliqué que si instantanément on substituait le charbon par du gaz, ce qui n'est pas possible, on aurait fait mieux que les objectifs de la COP21 aujourd'hui. Merci beaucoup. Il est terrifiant de compétences. Mais oui, c'est fou. Hein. Philippe Charles.